ですから。私なんかねリピートしちゃったんですよ。しちゃったんですよね。いやわかんないですもう。掴んだからそれ全然ダメだなってずっとっすね。Lorsqu'on se lance dans l'apprentissage d'un domaine, que ce soit en autodidacte ou dans un cadre plus scolaire, on est toujours d'une façon ou d'une autre accompagné dans son apprentissage. On s'appuie sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés, de par des conseils d'un professeur, ou bien en regardant des tutos sur internet. On analyse le travail de ceux qui maîtrisent déjà l'art que l'on cherche à perfectionner. L'apprentissage est un processus de transmission, un dialogue entre générations où le savoir est affiné et perpétué. Dans l'industrie de l'animation japonaise, il existe un système de mentorat profondément ancré depuis des décennies, permettant à des générations d'animateurs d'apprendre directement auprès de leurs aînés, perfectionnant leur art au fil des productions. Ce système de transmission était un pilier, et même la colonne vertébrale de l'animation japonaise, garantissant la continuité et l'évolution d'un savoir-faire unique transmis de génération en génération. Traditionnellement, les jeunes animateurs entraient dans les studios en tant qu'intervallistes. Leur travail consistait à dessiner les intervalles entre les pauses clés, réalisés par des animateurs beaucoup plus expérimentés. Mais pas que. Ils redessinaient aussi les pauses clés dessinées par des vétérans. C'était à travers cette pratique minutieuse qu'ils développaient une compréhension profonde du mouvement, de la dynamique et des subtilités qui forment la base de l'animation japonaise. Des studios comme Kyoto Animation ont prospéré en maintenant ce modèle, permettant ainsi à la jeune génération de s'imprégner des leçons de leurs prédécesseurs. Cependant, ce système qui fut si essentiel à l'essor de l'industrie pendant des décennies est aujourd'hui en péril. L'effondrement de ce système a des conséquences visibles non seulement sur la qualité des productions, mais aussi sur la formation des nouvelles générations d'artistes. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la nouvelle génération est vouée à être mauvaise, et je ne dis pas non plus que c'est de la faute des animateurs, mais il devient nécessaire de comprendre les causes profondes de cette dégradation, les différentes tentatives faites pour maintenir un système de formation viable, et comment les nouvelles technologies ainsi que l'émergence de la webgen redéfinissent aujourd'hui la production d'animation japonaise. Regardons ensemble les défis actuels et les solutions qui pourraient façonner l'avenir de cet art. L'équilibre entre tradition et modernité est-il possible, ou sommes-nous déjà à l'aube d'une nouvelle ère qui pourrait voir disparaître une partie de ce qui fait la force et la renommée de cette industrie ? Au fil des années, plusieurs facteurs ont contribué à l'effondrement de ce système. L'un des plus vieux est l'externalisation des tâches, notamment celle des intervalles, vers des studios étrangers, car évidemment, c'est censé être moins cher. Les jeunes animateurs ont de moins en moins accès à ces premières étapes formatrices, ce qui a affaibli leur apprentissage, mais surtout, quand ils sont payés au lance-pierre. L'internalisation de la production a fragmenté l'écosystème du mentorat. Un autre facteur clé a été l'accélération des calendriers de production. Avec la surproduction de séries chaque année, le temps autrefois alloué à la formation des jeunes animateurs a été sacrifié pour des livraisons plus rapides. Cela a conduit à des productions sur lesquelles les animateurs sont poussés à produire en masse, souvent au détriment de la qualité et de l'apprentissage. Dans ces conditions, il devient quasiment impossible pour des vétérans de prendre le temps d'accompagner les jeunes talents, de leur expliquer les subtilités du mouvement ou comment aborder des scènes complexes. Ils doivent simplement produire et vite. L'industrie est déjà sous pression, avec ses cadences infernales, n'a tout simplement plus le temps de garantir un apprentissage complet et efficace, ce qui compromet la qualité de leur travail à long terme et met en péril les autres instances de la production, car je le rappelle, l'animation est un travail d'équipe avant tout. Ce surménage a eu des conséquences sur la qualité même des œuvres. Certaines prouesses techniques qui faisaient autrefois la renommée de cette industrie, comme l'animation de robots, voitures, d'animaux, ou même les décors, sont de plus en plus remplacés par de la 3D, étant évidemment plus rapide. La simplification et l'accélération de certaines tâches, grâce à des nouvelles technologies, ont forcément contribué à cette situation. Par exemple, l'introduction de l'animation au numérique et à des outils comme After Effects ont permis de réduire le temps de certaines étapes du processus de production. En théorie, ces outils devraient permettre de gagner du temps tout en améliorant la productivité, mais dans la réalité, cette simplification a également encouragé une augmentation du nombre de projets, créant un véritable cercle vicieux. Les studios se sont retrouvés à produire toujours plus d'animes, mais sans augmenter les ressources ou les effectifs nécessaires pour maintenir la qualité. Face à ce constat alarmant, l'industrie a lancé plusieurs initiatives pour faire face à ce problème. L'une des plus notables fut le Young Animator Training Project, lancé en 2010 par l'association Janica avec le soutien du gouvernement japonais. Ce projet visait à pallier à l'effondrement du mentorat en réintroduisant un environnement où les jeunes artistes pourraient apprendre auprès des vétérans tout en travaillant sur des projets créatifs. Du moins, en théorie. Le YATP a été conçu pour répondre à cette problématique. Chaque année, 4 studios d'animation recevaient une subvention de 38 millions de yens pour produire un court-métrage. L'objectif était double, former une poignée de jeunes animateurs, encore dans la vingtaine, tout en leur offrant un encadrement rapproché par des vétérans. Pendant environ 6 mois, les novices travaillaient sur la production de courts-métrages originaux. Ils étaient donc tous rassemblés dans un espace de travail commun avec leurs superviseurs, ce qui facilitait les échanges et permettait une transmission directe du savoir-faire. Ils recevaient constamment des retours de la part du réalisateur ou des
vétérans qui prenaient le temps de leur expliquer leurs erreurs et les corrections nécessaires plutôt que de simplement les effectuer eux-mêmes. 2 projets issus du programme se sont particulièrement démarqués. Le premier étant sûrement le plus connu, et c'est Little Witch Academia, qui a été réalisé par Yo Yoshinari, une figure emblématique de l'animation japonaise. Connu pour son travail en tant qu'animateur chez Gainax, Yoshinari a acquis une réputation pour son sens du détail et son animation dynamique. Cependant, avec Little Witch Academia, il a fait ses débuts en tant que réalisateur sur un court-métrage. Ce projet, produit par Trigger, était bien plus qu'un simple exercice de style. En combinant son amour pour l'animation traditionnelle et ses influences des cartoons occidentaux, Yoshinari a créé une œuvre unique. Ce projet est rapidement devenu un symbole du YATP, montrant ce que le programme pouvait accomplir en termes de formation de talents émergents. Sous la supervision de Yoshinari, plusieurs jeunes talents ont eu l'opportunité de faire leurs preuves. Shuhei Handa, par exemple, a vu sa carrière décoller après ce projet, devenant un designer et un superviseur de l'animation en chef régulier chez Trigger, récupérant même le rôle de Kara Designer sur la suite de la série. D'autres comme Yuto Kaneko et Shota Sanomiya ont également brillé dans ce court-métrage. Kaneko est devenu l'un des animateurs vedettes du studio Trigger, tandis que Sanomiya, même si déjà un peu expérimenté, n'hésite pas à venir s'illustrer par ses talents polyvalents dans diverses productions du studio. Masaru Sakamoto, déjà plus expérimenté, a profité de l'encadrement strict mais bienveillant de Yoshinari pour approfondir ses compétences en animation. Ce projet a permis à ces jeunes artistes de s'épanouir tout en travaillant sous la direction d'un vétéran reconnu. Comme je l'ai mentionné, le succès de Little Witch Academia ne s'est pas limité à son court-métrage original. Grâce à l'impact qu'il a eu sur le public et l'industrie, deux suites ont vu le jour, faisant de ce projet l'un des rares à avoir connu une telle continuité au sein du YATP. Le mélange unique de magie, d'animation traditionnelle et de sensibilité narrative de Yoshinari a fait de ce court-métrage une référence pour le programme, prouvant que donner du temps et des ressources aux jeunes talents pouvait mener à des résultats intéressants. Dans un registre complètement différent, Death Beer a également marqué l'industrie, mais cette fois-ci avec une approche beaucoup plus sombre et introspective. Le court-métrage dirigé par Yuzuru Tachikawa explorait des thèmes psychologiques profonds dans un bar où des âmes devaient jouer leur survie dans des jeux à enjeux élevés. Tachikawa, alors principalement connu pour ses talents de storyboarder, a utilisé Death Beer comme tremplin pour démontrer ses compétences en tant que réalisateur. Tachikawa, qui allait par la suite réaliser des œuvres comme Mob Psycho et Decadence, a transformé Death Beer en une œuvre explorant la moralité humaine, mêlant intensité dramatique et moments plus légers. Le succès de ce court-métrage a mené à une suite en série TV, Death Parade, qui a élargi l'univers de Death Beer et a confirmé le talent de Tachikawa comme réalisateur polyvalent. Sous la direction de Tachikawa, une nouvelle génération d'animateurs a émergé, incluant des noms comme ceux qui s'affichent à l'écran, et dont Boya Liang, figure que vous connaissez peut-être pour son travail sur IQ avec sa forte identité visuelle. Ces jeunes talents ont pour la majorité fait leur début en tant qu'animateurs clés sur ce projet et leurs carrières ont depuis pris de l'ampleur dans l'industrie. Mais dans ce petit groupe, il existe un nom que je n'ai pas mentionné, et ce qui déroge un peu à la règle et mérite que l'on fasse un aparté sur Aya Suzuki, une animatrice reconnue qui a travaillé à la fois dans l'animation occidentale et japonaise, avec la particularité d'avoir fait ses études en Angleterre. Avant de se faire un nom au Japon, elle a travaillé sur des films comme The Illusionist du français Sylvain Chomet. Au cours de la longue production du projet, elle a accumulé de l'expérience en tant que storyboardeuse et allant jusqu'à faire de l'animation. Mais son entrée dans l'animation japonaise s'est faite de manière unique. Après avoir contacté plusieurs créateurs japonais mondialement reconnus, Satoshi Kon l'a directement recrutée comme animatrice clé sur The Dreaming Machine. Bien que la production ait été stoppée après le décès de Satoshi Kon, cette opportunité lui a ouvert les portes du milieu. Elle a ensuite travaillé sur des films comme Wolf Children de Mamoru Hosoda et The One Rise de Hayao Miyazaki. Malgré une carrière déjà solide, Suzuki a rejoint le YATP avec Death Beer, où elle a approfondi des compétences spécifiques à l'animation japonaise. En plus de son travail sur des films majeurs, elle donne des conférences sur l'animation, partageant son expertise avec la nouvelle génération. Son parcours varié et son expérience avec des réalisateurs de renom font d'elle une figure influente et polyvalente dans le domaine. Death Beer a non seulement conduit à la série TV Death Parade, mais il a également permis à une équipe de jeunes animateurs de travailler ensemble, consolidant des liens qui existent encore aujourd'hui. Le talent de Tachikawa pour encadrer ces jeunes artistes et son approche novatrice ont permis de révéler des personnalités prometteuses qui continuent de faire progresser l'animation japonaise. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a par exemple Tatsuya Yoshihara qui a fait un court-métrage, Yoshihara que vous connaissez sûrement pour sa réalisation sur Black Clover ou sur le film Chainsaw Man récemment. Mais il y a aussi plein de noms d'animateurs et de réalisateurs qui ont participé au programme que vous connaissez peut-être. Je vous affiche une liste à l'écran et vous mets des liens de leurs travaux dans la description de la vidéo. Bien que le YATP ait connu des succès indéniables, il n'a pas échappé aux critiques car évidemment ça reste du business pour les investisseurs. L'un des principaux reproches adressés au programme est qu'il privilégiait la production de courts-métrages commercialement viables au détriment de la formation des jeunes animateurs. Ouais, l'inverse de ce qui était annoncé. Certains vétérans de l'industrie ont critiqué le fait que le YATP se concentrait trop sur la qualité du produit final et moins sur l'encadrement pédagogique nécessaire pour garantir un apprentissage de qualité. Puis en réalité, le programme était loin de résoudre le problème de base. Plusieurs animateurs expérimentés ont relevé que le projet ne ciblait pas suffisamment les intervallistes. Le programme s'adressait principalement aux jeunes animateurs qui avaient déjà une certaine expérience
d'expérience, avec des restrictions comme la nécessité d'avoir au moins 6 mois d'expérience en tant qu'intervalliste, tout en ayant une expérience de moins de 3 ans en tant qu'animateur clé. Cela a conduit à une critique selon laquelle le programme laissait de côté les étapes les plus fondamentales de la formation en animation, ce qui limitait les capacités à véritablement reconstruire les bases. Finalement, il était parfois plus question de dénicher et de guider des profils déjà talentueux, plutôt que de vraiment faire apprendre les bases les plus importantes des nouveaux venus. Puis quelques années plus tard arrive Anim Tamago, et la gestion du projet par The Association of Japanese Animation ont suscité des critiques supplémentaires. Alors que Janica avait initialement conçu le YKTP comme un programme axé sur la créativité et la formation, l'AJA, plus orienté vers les aspects commerciaux, a mis en œuvre des changements qui ont éloigné le projet de son objectif initial. Cette évolution a entraîné une sélection de studios et des projets de moins en moins innovants, une décision mal perçue par les animateurs 2D pour qui le programme avait été principalement conçu. Alors oui, le programme n'a pas révolutionné l'industrie, et malgré des aspects positifs cités, au final ça n'a pas duré. Et malgré ces critiques, le YKTP a permis de forger des liens solides entre les jeunes talents et les vétérans du projet. Comme en témoigne la cohésion des équipes sur les 234 participants, 224 travaillent toujours dans l'industrie malgré des mauvaises conditions, sauf que cette stat donnée est complètement délue. Le programme semble se vanter du fait que la majorité des anciens participants au YKTP continuent de travailler dans l'industrie malgré les taux élevés de démission dans le secteur et notamment parmi les jeunes animateurs. Cependant, ils ignorent une partie essentielle de la chaîne de production, et c'est celle que je mentionne depuis le début, les intervallistes, où le taux d'attrition est le plus élevé. Beaucoup d'animateurs ont commencé en tant qu'intervallistes, un travail mal payé et exténuant, mais comme le programme ne suit pas ses équipes, il ne prend pas en compte les nombreux animateurs qui quittent l'industrie à ce stade avant même qu'ils n'atteignent des postes valorisés comme animateurs clés. En parallèle de l'effondrement du système traditionnel de mentorat dans l'industrie de l'animation japonaise, une nouvelle génération d'animateurs a émergé, la génération WebGen. La WebGen désigne une vague d'animateurs qui sont fait remarquer non pas par le biais des voies traditionnelles, mais grâce à Internet et aux outils numériques. Ces jeunes artistes, souvent autodidactes, ont utilisé des logiciels comme Flash avec leur tablette graphique pour créer des animations qu'ils partageaient ensuite sur des blogs ou des forums. Ces animateurs ont rapidement développé leur propre style, souvent très audacieux et expérimentaux, car ils n'étaient pas contraints par les règles rigides des studios. La WebGen a commencé à émerger lorsque des visionnaires comme Osamu Kobayashi ont repéré ses talents en ligne. Kobayashi, lui-même un pionnier, voyait en ces jeunes artistes un potentiel brut qu'il préférait à la formation classique. Ce modèle de recrutement a été un succès, et des figures de la WebGen comme Ryo Tsumo, Kenichi Kutsuna et Shingo Yamashita sont rapidement devenus des animateurs influents dans le secteur. Ils ont joué un rôle central dans des productions marquantes comme Birdie Decode et Yozakura, en étant les premiers à pousser l'intégration des outils numériques dans la production d'animés. Cependant, cette révolution n'est pas venue sans défi. L'un des principaux reproches adressés à la WebGen est leur manque de formation sur les bases de l'animation traditionnelle. Cela a conduit à des critiques de la part des vétérans de l'industrie, qui voyaient dans cette génération une trop grande dépendance aux technologies numériques, parfois au détriment de la qualité globale de l'animation. Malgré ces critiques, le succès considérable que ces leaders de la WebGen ont atteint dans divers postes a normalisé cette pratique. L'internationalisation de la production d'animes, non pas simplement par le biais de la sous-traitance, mais en recherchant des talents à travers le monde, a complètement démoli les barrières restantes à l'entrée dans l'industrie. Sur le papier, l'anime canalise désormais des voies créatives plus diversifiées que jamais, mais la réalité est bien plus complexe. L'arrivée de tous ces talents très bruts a été précipitée par le désespoir des studios, confrontés à des calendriers de production de plus en plus serrés et à des attentes déraisonnables qui asphyxient la plupart des studios, les poussant à chercher désespérément de la main-d'œuvre. Dans un tel environnement, il est presque impossible de consacrer le temps et l'énergie nécessaires au mentorat dont ces nouveaux venus ont besoin. Bien que ces jeunes individus soient recherchés pour leur talent, la sous-traitance à l'étranger pour des raisons plus pragmatiques s'est également développée depuis si longtemps que la plupart des studios sont devenus faibles en interne. Lorsque des niveaux importants d'externalisation devient une pratique régulière, les entreprises fonctionnent sous l'hypothèse que cela se produira quoi qu'il arrive, ce qui conduit avec le temps à un déclin de leur force interne, en particulier dans les départements qui gèrent des tâches considérées comme moins importantes, dont figurent évidemment les intervalles. La WebGen est donc arrivée dans un contexte avec lequel le système traditionnel de formation était déjà affaibli. Ces animateurs, souvent très talentueux mais manquant de base technique et aussi de la compréhension de la pipeline qui est souvent acquise par le biais du mentorat traditionnel, se sont retrouvés piégés dans une industrie qui n'avait pas les ressources pour les former correctement. Pour mieux comprendre la suite, il faut que je vous contextualise un peu sur comment grosso modo la pipeline fonctionne aujourd'hui. L'animateur va faire un layout, on va dire un rough, où il doit placer sa caméra et son timing à l'aide du storyboard que la production lui a donné. Ensuite, il l'envoie à un assistant de production qui va l'envoyer au réalisateur de l'épisode, puis au superviseur de l'animation, puis au superviseur de l'animation en chef. Leurs rôles sont de corriger les mouvements et de remettre on model les personnages pour rendre un maximum la série homogène. Par la suite, l'animateur reçoit les corrections et vient clean son rough du début avec les corrections qu'on lui a apportées. On appelle ça le genga. Et c'est là où il y a une nuance entre deux rôles. Lorsque l'animateur fait son layout, il se peut qu'il ne fasse pas son genga. Un autre animateur va être contacté pour appliquer les corrections et c'est là qu'on crédite alors
alors le seconde animation clé. La fragmentation du processus d'animation a aggravé ce problème. Avec la pipeline découpée en segments de plus en plus petits et un manque de continuité dans le flux de travail, les expériences d'apprentissage essentielles, comme les corrections que les animateurs sont censés recevoir de la part des superviseurs de l'animation vétérans, sont en train de disparaître. Comme je l'ai dit, ces corrections peuvent être envoyées à quelqu'un d'autre simplement pour terminer la scène le plus rapidement possible, ou il peut même ne pas être financièrement intéressant pour l'animateur qui a dessiné le layout de faire le Gengar pour une si faible rémunération. Ou carrément car le layout étant beaucoup trop faible pour du pro, la production a préféré ne pas rappeler la personne. Un autre problème, c'est qu'il se peut d'ailleurs que même le superviseur de l'animation peut être tout à fait novice, et être là uniquement parce qu'on avait besoin de quelqu'un. La génération WebGen, bien qu'apportant une diversité créative et de nouvelles perspectives à l'industrie, a également mis en évidence les faiblesses du système actuel. L'accélération des processus de production par le biais des outils numériques a profondément transformé l'industrie de l'animation japonaise. Mais cette modernisation s'est révélée être une arme à double tranchant. Si ces technologies promettaient initialement d'améliorer l'efficacité et de libérer les créateurs des contraintes les plus laborieuses, elles ont fini par alimenter une machine capitaliste avide de production à grande échelle. Ce phénomène est intrinsèquement lié à la politique économique du Japon, qui est mise sur l'animation pour renforcer son rayonnement culturel et asseoir son influence mondiale avec la promotion de la Cool Japan. Cependant, au lieu de garantir des conditions de travail plus humaines et de meilleures opportunités artistiques, cette surproduction exacerbée par le numérique a souvent mis à mal la santé physique et mentale des artistes. La course à la productivité s'est traduite par des horaires démesurés, des délais de plus en plus courts et une pression constante. Les jeunes créateurs, en particulier, sont fréquemment poussés à travailler sans relâche pour compenser les faiblesses structurelles du système sans avoir le temps d'apprendre correctement ou de se perfectionner. L'outil numérique, en rendant la sous-traitance et l'externalisation plus simple, a aussi permis aux studios d'exploiter une main-d'œuvre étrangère à moindre coût. Ce recours massif à l'outsourcing a fait perdre de son intégrité au processus créatif, fragmentant le travail et minant la transmission de savoir-faire. Ce cycle de production frénétique, loin de privilégier la créativité et la maîtrise de l'art, fait primer les exigences du marché et des gains rapides. Le Japon se trouve ainsi confronté à un paradoxe. Promouvoir son patrimoine culturel tout en sacrifiant la stabilité de ceux qui le font vivre, crée au piège d'un système dicté par la rentabilité et l'urgence économique. Ce dilemme pousse l'industrie à chercher des solutions pour alléger la pression sur les créateurs. Parmi elles, l'intelligence artificielle apparaît pour certains comme une réponse possible. Des studios comme OLM, WIT, Toei ou encore MAPPA ont même exploré l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour alléger les calendriers de production. Mais cette approche divise l'industrie. La société mère d'OLM, Imagica Group, possède déjà une organisation nommée ARG, qui mène des recherches sur l'utilisation de l'IA dans l'industrie de l'animation, notamment avec un système de colorisation automatique développé sous la supervision de Tatsuo Yotsukura, responsable et développeur chez OLM. Mais alors que certaines utilisations qui ne vont pas à l'encontre de la créativité des artistes peuvent être plébiscitées, telles qu'une IA pour donner des renseignements ou des conseils après avoir appris l'entièrement d'une série, ou encore la colorisation de cut à partir d'un color design déjà défini par un humain. Le doute s'installe quant à où tout ça pourrait bien aller lorsqu'on aborde le thème des IA génératives. Dans une interview, Tatsuo Yotsukura parle par exemple de la possibilité de développer une IA d'aide aux artistes, qui suggère des points à corriger pour rapprocher les personnages d'un layout au design de la série, à l'instar d'un superviseur de l'animation. Les propos sont assez flous, et beaucoup de questions peuvent alors se poser quant à l'utilité et la moralité d'un tel outil. Est-ce que les suggestions sont textuelles, ou sont-elles carrément des images générées, ce qui pourrait complètement remplacer le travail de superviseur de l'animation? Si ces images sont générées, sont-elles entraînées sur des images sous droit d'auteur et sans autorisation de leur créateur, comme beaucoup d'IA sur le marché? Sans compter le fait que le rôle de superviseur de l'animation en chef est un rôle déjà considéré assez controversé parmi les fans d'animation, puisqu'il arrive que ce rôle contribue à supprimer la sensibilité de certains animateurs ou superviseurs de l'animation talentueux, débouchant sur un système d'overcorrection. Le fait d'avoir un rôle similaire porté par une machine ne risquerait que de renforcer cette sensation de perte d'âme des dessins. D'un autre côté, des personnes comme George Wada, CEO de WIT Studio, adoptent une posture plus radicale, axée sur l'exploitation de l'IA comme un moyen de combler les lacunes de l'industrie en termes de main-d'œuvre. Mais des vétérans comme le réalisateur et pionnier de KyoAni, Tatsuya Ishihara, s'inquiètent des conséquences à long terme de cette dépendance à la technologie. En prenant ce virage et en adoptant des solutions d'IA génératives, l'industrie risque de perdre encore davantage des techniques fondamentales déjà en voie de disparition, car l'IA irait carrément remplacer certaines étapes de la pipeline, comme les intervalles. Auparavant, la porte principale d'entrée vers la formation de nouveaux artistes au Japon. Mais ça ne s'arrête pas là. Les préoccupations soulevées sont bien plus vastes et touchent à la survie même de l'artisanat et du savoir-faire transmis de génération en génération. Nombre d'artistes, jeunes comme vétérans, expriment une crainte profonde que l'IA déshumanise le processus créatif, en remplaçant des animateurs par des approximations statistiques et nuisant à l'expression personnelle. La perspective que l'IA puisse se substituer à des créateurs humains, sous couvert d'une productivité accrue et d'une réduction des coûts, menace un écosystème déjà affaibli par la précarité, les bas salaires et la surcharge de travail. Cette prise de position contre l'IA générative s'inscrit dans un contexte où la transmission de savoir est devenue fragile, comme souligné par les nombreuses initiatives visant à préserver le mentorat traditionnel. L'IA, en fragmentant potentiellement encore
plus le processus de production pourrait aggraver la perte de l'apprentissage direct entre animateurs expérimentés et jeunes talents. Le débat dépasse donc la simple question de l'efficacité. Il s'agit de la préservation d'un art profondément humain, empreint d'émotion et de personnalité. Existe-t-il des solutions? Non. Blague à part, il existe néanmoins quelques initiatives qui tendent vers l'amélioration de certains points mentionnés jusqu'ici. On peut prendre l'exemple d'associations comme NAFCA, Animateur Support, ou encore du programme de formation de Sasayuri. Et même si certaines ont leur lot de problèmes, on peut quand même saluer l'initiative de base qui est bonne. Mais dans un monde utopique, les solutions plus radicales seraient: la première étape, et la plus évidente, serait de réduire le nombre de séries TV produites chaque année. Et si même ce problème perdure depuis plus de 20 ans, même si des variations existent d'une année à l'autre, la tendance reste à l'augmentation. Si l'on regarde les 2 dernières décennies, la production annuelle moyenne de séries TV a augmenté de 30%. Dans la continuité de notre monde utopique, ce serait d'augmenter le temps accordé au projet. Et oui, dans ce monde presque parfait, le nombre de projets par année diminue et les deadlines de projets augmentent, offrant aux équipes des conditions de travail plus saines et le temps nécessaire pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Un autre aspect un peu plus technique serait de restructurer la pipeline en limitant sa fragmentation. Cela signifie notamment réduire le recours à la seconde animation clé. L'idéal serait que l'animateur qui réalise son layout fasse aussi son Gengar et applique donc lui-même les corrections du superviseur de l'animation. Cette étape est primordiale pour un jeune animateur, car c'est ici qu'on apprend le plus en corrigeant et en comprenant ses erreurs. Mais il est parfois compliqué de voir ses erreurs et de progresser seul, alors le retour du mentorat serait aussi la bienvenue. Et ce, pour toutes les raisons vues précédemment. Accompagner les jeunes animateurs et renforcer la transmission de savoir. Et pour terminer cette petite liste d'exemples, 2 autres points essentiels restent à améliorer. Déjà, revaloriser les salaires afin de mieux reconnaître le travail des artistes et techniciens encore trop souvent sous-payés malgré l'exigence du métier. Et de revoir les méthodes de recrutement. Aujourd'hui, il est encore trop courant de voir des assistants de production recruter des animateurs sur internet sans même demander un portfolio. Et ce, à cause du manque de temps causé par des deadlines toujours aussi serrés. Ce manque d'évaluation en amont entraîne des écarts de niveau importants et complique la gestion de la production. Exiger un portfolio permettrait d'assurer un minimum de compétences et de mieux structurer les équipes dès le départ. Car si un animateur ne fournit pas un travail professionnel, ce sont les équipes en aval qui doivent rattraper ses erreurs. Ces équipes, déjà submergées de travail, ne devraient pas avoir supporté une charge supplémentaire simplement pour satisfaire l'ambition de certains désireux de voir leur nom dans les crédits. Conscient de leur manque de niveau, certaines personnes n'hésitent pourtant pas à profiter de la détresse des assistants de production et de l'état de l'industrie. Au final, l'industrie de l'animation japonaise se trouve à un tournant décisif, où des changements profonds sont nécessaires, mais difficilement réalisables sans revoir totalement son modèle de production. C'est un environnement tellement empoisonné que même les changements positifs sur le papier se matérialisent de toutes sortes de façon néfaste. L'outil numérique, bien qu'ayant permis d'accélérer les processus de production, a également entraîné des conséquences négatives, notamment une intensification de la surproduction. Certaines figures majeures tirent des conclusions plus radicales. Masao Maruyama, un pilier de l'industrie japonaise, soutient que l'animation japonaise est déjà en déclin. Selon lui, elle a perdu son charme distinctif avec la transition numérique et n'a pas réussi à trouver de nouveaux moyens d'expression. Les studios n'assurant plus une formation adéquate des créateurs dans les différents domaines que nous avons abordés. Cela nous rappelle qu'à chaque époque, chaque avancée technologique, chaque changement de paradigme a été accompagné de tensions et de résistance, que ce soit avec l'avènement du numérique ou avec l'expansion de la webgéne. Ces transformations n'ont pas été simples. Pourtant, ces évolutions ont à terme permis de faire émerger les talents et de redéfinir des standards. Aujourd'hui, des voix de nombreux jeunes talents font entendre un message d'espoir. Celui que la combinaison de nouvelles pratiques d'outils numériques bien utilisés et d'un retour aux valeurs humaines dans la formation et les conditions de travail peut engendrer un avenir plus équilibré. Même si le système actuel reste empoisonné par des logiques capitalistes et une surenchère de production, chaque pas vers un changement, même petit, représente une opportunité. Les réformes, que ce soit au niveau de la formation, des conditions de travail ou des pratiques créatives, sont les fondations sur lesquelles une industrie plus saine pourra se construire. L'histoire nous montre que chaque époque de transformation a été semée de défis, mais aussi de réalisations extraordinaires. C'est dans cette dynamique de changement que l'animation japonaise, avec toutes ses complexités et ses imperfections, pourra à terme trouver une nouvelle voie plus juste et plus prometteuse pour ses créateurs. Sauf avec l'IA générative.